Il existe d'anciens projets dans le monde qui, jusqu'à présent, restent encore incompris. Des structures construites par les gens d'autrefois qui semblent impossibles si l'on pense aux outils dont ils disposaient à l'époque. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des projets anciens les plus mystérieux. Des réalisations des anciens qui montrent à quel point ils étaient avancés, même à cette époque. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Commençons par le numéro 10, les terrassements cérémoniels Hopewell, dans l'Ohio. Ce n'est pas un seul monument. Ce sont 8 grands ouvrages en terre. Ce ne sont pas seulement des monticules, mais des formes planifiées comme des cercles, des carrés et des octogones. Ils ont été construits il y a environ 2000 à 600 ans. Selon l'UNESCO, ce sont de grandes structures en terre situées autour de la rivière Ohio. Cela inclut des sites comme le groupe Mound City, les Hopewell Earthworks, les High Bank Works, les Hopetoun Earthworks, le Fort Ancient, les Great Circle Earthworks et les Octagon Earthworks à Newark. La question est, comment ont-ils fait cela? Ceux qui les ont construits ne vivaient pas dans de grandes villes. Ils n'avaient pas non plus de dirigeants uniques clairement identifiés. Selon le National Park Service, ces communautés étaient simples et vivaient principalement de l'agriculture et de la cueillette. Mais malgré cela, ils ont réussi à créer des formes d'une grande précision. Et ce n'est pas tout. Ces formes sont également alignées avec les mouvements du Soleil et de la Lune. Cela signifie qu'ils ne faisaient pas que empiler de la Terre. Ils avaient aussi des connaissances en astronomie. Et ils ont intégré cela dans leur conception. Si tu regardes maintenant, ça a l'air simple. Parce qu'ils n'ont utilisé que de la Terre, n'est-ce pas? Mais pour le construire, c'était extrêmement difficile. Ils devaient là choisir le bon endroit, mesurer la forme exacte, déplacer énormément de terre et s'assurer que les dimensions étaient de là correctes. Et même vu d'en haut, le design reste clair. Par exemple, à Mound City, la disposition est compacte et organisée. À Newark, c'est plus vaste et le design semble couvrir tout le paysage. À Fort Ancient, ils ont même utilisé le flanc de la montagne pour créer une grande enceinte. Ce n'était pas pour la défense. C'est utilisé pour des cérémonies, des lieux conçus pour qu'on y entre et qu'on en fasse l'expérience. Jusqu'à aujourd'hui, il reste encore des questions. Comment ont-ils organisé un travail d'une telle ampleur? Que signifient de ces formes et sa disposition? Et même le nom Hopewell, ce n'est pas le vrai nom qu'ils se donnaient, c'est juste un nom donné par les archéologues. Ils sont grands, bien agencés et manifestement planifiés. Mais tout le système social de ceux qui les ont construits reste encore largement incompris. Maintenant, passons au numéro 9, Su Nuraxi di Barumini en Sardaigne. Un endroit qui, même s'il n'en reste que des ruines aujourd'hui, te fait encore ressentir à quel point il était grand autrefois. C'est l'exemple le plus célèbre des Nurags. Ce sont des tours de pierre uniques en Sardaigne datant de l'âge du bronze. Selon l'UNESCO, le Nuraxi di Barumini est l'exemple le plus complet et le plus important de ce type d'architecture ancienne. Cela a commencé par une grande tour centrale, construite à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Sa hauteur à l'époque atteignait environ 18 mètres et demi, et à l'intérieur il y avait 3 pièces reliées par un escalier en colimaçon. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Plus tard, elle a été entourée de 4 autres tours reliées par de solides murs, et tout autour, un véritable village s'est formé. Cela signifie que ce n'était pas simplement une tour ou un simple fort, c'était un complexe à plusieurs niveaux qui s'est agrandi et transformé progressivement au fil du temps. En tant que méga-projet, c'est vraiment impressionnant. Ils ont utilisé énormément de pierres, et ils l'ont construit en utilisant la technique de la pierre sèche. Cela signifie qu'il n'y avait ni ciment ni mortier. Cela n'a pas été construit d'un seul coup. Cela a été agrandi plusieurs fois au fil des générations. Selon l'UNESCO, cet endroit a été habité depuis l'âge du bronze jusqu'au IIIe siècle. Au fil du temps, les défenses se sont agrandies et de plus en plus de maisons ont été construites autour. Il est donc clair que ce n'était pas seulement un projet avec un seul objectif. C'était un centre vivant qui a continué d'être utilisé et amélioré. Il reste une grande question. À quoi servait-il vraiment? Oui, il possède des caractéristiques défensives. On peut donc dire que c'était un fort. Mais cette explication n'est pas suffisante. En raison de son emplacement, de sa conception et de la taille de la communauté, son rôle a peut-être été encore plus important. Il y a même des chercheurs qui disent qu'un grand bâtiment circulaire pourrait être un lieu de réunion ou une salle du conseil. Cela signifie qu'il pourrait aussi avoir un autre rôle. La gouvernance ou l'administration de la communauté, c'est l'une des preuves les plus importantes de la civilisation nuragique. Mais même ainsi, on ne peut pas le classer comme quelque chose de simple. Ce n'est pas seulement une tour de guet, ce n'est pas non plus une structure isolée.
Et le plus intéressant, c'est qu'on peut voir dans la construction même que ce projet a été réalisé par de nombreuses générations. Ce n'est pas une construction soudaine, c'est pour cela qu'il est mystérieux. Ce n'est pas parce que les scientifiques ne savent rien, mais jusqu'à présent, il n'est toujours pas clair quel est vraiment son rôle dans la société. Maintenant, passons au numéro 8, le parc historique national de la culture Chaco au Nouveau-Mexique. Ce n'est pas un seul monument, c'est tout un système, un réseau de sites interconnectés. Selon l'UNESCO, il s'agit d'un vaste complexe culturel précolombien qui a dominé le sud-ouest américain du 9e siècle au 13e siècle. Au centre de ce système, ce qu'on appelle les grandes maisons. De grands bâtiments en pierre comme Pueblo Bonito et Chetro-Kettle, situés dans le canyon de Chaco, et selon le service des parcs nationaux des États-Unis, rien que Pueblo Bonito. Il a fallu plusieurs décennies pour le terminer. Pueblo Bonito atteint 4 à 5 étages de hauteur et compte plus de 600 pièces. Ce n'est pas une maison ordinaire. C'est grand, bien planifié et fait partie d'un système plus vaste avec des routes, des sanctuaires et d'autres communautés aux alentours. Selon le National Park Service, les routes sont bien construites. Elles sont droites et bien pensées. À l'intérieur du canyon, les routes font généralement 15 pieds de large. Certaines sont même plus larges. Lorsqu'il y a une montagne ou un ravin, elles ne contournent pas. Elles vont toujours tout droit. Ils construisent des escaliers dans la roche ou des rampes juste pour que la route reste droite. Vers l'an 1050, la culture Chaco est devenue le centre d'un vaste réseau. De nombreuses grandes maisons du canyon sont reliées à plus de 150 autres structures dans une zone plus vaste. C'est là que tout devient mystérieux. Toutes les routes ne sont pas continues. Il y a des parties qui semblent interrompues. C'est pourquoi les archéologues ne sont toujours pas d'accord. Certains disent qu'il s'agit d'un véritable système routier pour de longs trajets, mais d'autres pensent que ce n'est pas seulement destiné au voyage. Il se peut aussi qu'il y ait une signification symbolique ou rituelle. De plus, certaines routes sont beaucoup trop larges juste pour le voyage, surtout qu'ils n'avaient pas de véhicules à l'époque. Mais une chose est claire, un effort immense a été fourni ici. Ils devaient transporter du bois depuis des montagnes lointaines, construire de grands bâtiments et créer des routes dans des endroits difficiles. Et ces routes sont encore droites jusqu'à aujourd'hui. Aux alentours de 1100 à 1200, la construction a ralenti et l'utilisation de l'endroit a changé. Ce n'était plus seulement une ville, c'était toute une région planifiée et bien construite. Et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'explication claire et unique. Maintenant, passons au numéro 7, les tertres de Cahokia, dans l'Illinois. C'est l'un des plus grands et des plus ambitieux projets de l'Amérique du Nord précolombienne. Il est situé près de Collinsville. Il est aussi proche de Saint-Louis, à son apogée, vers 1050 à 1150. Sa population pouvait atteindre entre 10 000 et 20 000 habitants selon l'UNESCO. À l'époque, elle atteignait près de 1600. Il y avait environ 120 tertres. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 51 dans la zone protégée, le centre principal, le Monk's Mound. C'est la plus grande structure en terre d'Amérique du Nord et du Sud, selon l'UNESCO et le National Park Service. Elle a été construite en 14 étapes, et elle couvre environ 10 acres. Cela signifie qu'elle n'a pas été construite en une seule fois. Elle a été agrandie à plusieurs reprises, sur une longue période. Et si tu penses qu'à la quantité de terre qu'il a fallu déplacer, l'effort fourni par les gens pour cela est incroyable. À Cahokia, toute la terre, creusée à la main, portée, façonnée et réorganisée encore et encore, sans machine, juste avec des outils simples. Mais ils ont réussi à construire toute une ville planifiée. Ce ne sont pas seulement des tas de terre. Il y a un système, il y a des espaces publics, des zones résidentielles, et différentes zones pour des activités spécifiques. Ils avaient aussi ce qu'on appelle un woodhenge, un cercle fait de bois, qui servait à suivre le mouvement du soleil, comme un ancien observatoire. Il y avait aussi un mur ou une palissade qui entourait une partie de la ville. Cela signifie qu'ils construisaient simultanément à différents niveaux. Il y avait des tertres pour les bâtiments publics, d'autres étaient réservés aux dirigeants. Et il y en avait aussi qui servirent de tombes ou de repères pour l'organisation de la ville. Mais le vrai mystère, ce n'est pas de savoir si c'était une grande ville, car cela est évident. La question est, comment était-elle gérée ? Comment ont-ils organisé un système aussi vaste ? Et pourquoi a-t-il soudainement grandi ? Puis s'est-il effondré ? Selon l'Université de Californie, Berkeley. Les causes possibles sont les inondations, la sécheresse, le manque de ressources et d'autres problèmes environnementaux. Mais la réponse n'est toujours pas complète. En d'autres termes, nous savons comment cela s'est développé.
Mais on n'est toujours pas sûr de pourquoi cela a disparu. Une chose est claire, ce n'était pas simplement un lieu d'habitation. C'était un grand centre avec des bâtiments bien construits, une connaissance des étoiles et une vie organisée comparable à celle d'autres villes du monde à l'époque. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Maintenant, passons au numéro 6, Tiwanaku et la pyramide d'Akapana en Bolivie. On le trouve dans une région élevée près du lac Titicaca. C'est ici que Tiwanaku a d'abord été un petit établissement. Mais elle s'est agrandie et est devenue une ville planifiée entre 400 et 900 après Jésus-Christ. Beaucoup de parties de la ville étaient en fait en adobe, donc elles ont disparu avec le temps. Mais le noyau cérémoniel reste encore, construit en pierre. Selon l'UNESCO, son noyau est le centre de la communauté et de la foi, bien organisé et orienté vers les 4 directions. À l'intérieur, la plus grande et la plus remarquable est la pyramide d'Akapana. C'est une structure composée de 7 couches superposées. Et elle atteignait plus de 18 mètres de haut, même si elle est maintenant en ruine, on peut encore voir l'ampleur du plan et des efforts qui y ont été consacrés. Mais ce n'est pas seulement une pyramide. Elle fait partie d'un complexe beaucoup plus vaste avec d'autres structures comme le Kalasasaya, le Pumapunku et d'autres temples et palais. Cela signifie que ce n'était pas seulement un site religieux, c'était un centre politique et social. Et ce n'est pas tout. Les gens ici ont également développé un système agricole avancé. Ils ont utilisé l'irrigation pour s'adapter aux conditions difficiles. C'est pourquoi Tiwanaku n'est pas simplement une ville. C'est un système bien organisé qui combine le travail, la foi et la vie dans un endroit difficile à habiter. La pyramide d'Akapana n'est pas simplement une pyramide. Elle est entourée de canaux de drainage bien conçus. Cela signifie que le contrôle de l'eau a été planifié dès le début de la construction. Ce n'est pas quelque chose qui a été ajouté après coup. Ici, on voit qu'ils pensaient en même temps au bâtiment et à l'environnement. Mais c'est là que tout devient encore plus mystérieux. Selon de récentes études, ce que nous voyons aujourd'hui serait bien plus petit que la taille réelle du site autrefois. Un rapport du courrier de l'UNESCO, basé sur la cartographie par drone, a révélé que l'estimation précédente était incorrecte. La zone de Tiwanaku est donc plus vaste qu'on ne le croyait. Il s'est avéré que la zone explorée atteint plus de 600 acres, et la zone patrimoniale totale est encore plus vaste que cela. Cela signifie que ce que la plupart des touristes voient aujourd'hui n'est qu'une petite partie de l'ancienne ville entière. On a également découvert que le Pumapunku possède d'autres structures encore enfouies sous terre. Ainsi, à mesure que l'on découvre davantage le site, le mystère ne fait que s'épaissir. Si une telle superficie a été ajoutée avec les relevés modernes, nos connaissances restent incomplètes. Plus surprenante encore, il ne s'agit pas que des ruines d'une pyramide. Ceci n'est qu'une petite partie d'une histoire bien plus vaste que nous commençons à reconstituer. Les archéologues savent déjà les bases. C'était un grand centre cérémoniel et politique doté d'une maçonnerie avancée, d'un système de drainage et d'une influence étendue. Mais malgré cela, il manque encore beaucoup d'informations, car de nombreuses parties de la ville étaient en fait en adobe, un matériau qui se détériore et disparaît facilement avec le temps. C'est pourquoi ce qu'il reste aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'était vaste, planifié et techniquement avancé, mais ce que nous voyons n'est toujours pas complet. Maintenant, passons au numéro 5, Caral Sup au Pérou. À première vue, cela ne semble pas mystérieux. Il n'y a pas de grandes ruines, ni de murs effondrés. Cela paraît simplement simple, propre, ordonné et paisible. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Selon l'UNESCO, cet endroit a environ 5000 ans. Il se trouve dans une région aride près de la vallée de la rivière Sup. Et il couvre plus de 700 acres. Ce n'est pas le seul. C'est l'une des 18 villes faisant partie d'un système beaucoup plus vaste. Et Caral en est le centre principal. On y trouve de grandes couches de terre, des fosses circulaires creusées dans le sol et d'immenses structures ressemblant à des pyramides. C'est donc clair, ce n'est pas un développement aléatoire. Dès le début, tout était planifié. Une grande ville construite pour les cérémonies, avec un système bien organisé où vivaient de nombreuses personnes. Et imagine, cela s'était fait avant même le célèbre empire de pierre dans les Andes. Ils devaient organiser des milliers de personnes, trouver des matériaux, et maintenir l'ordre de la ville sur une zone aussi vaste. Et jusqu'à aujourd'hui, une question demeure. Comment ont-ils réussi à faire cela avec une telle précision ? Caral Sup n'est pas seulement une pyramide avec un village à côté, c'est toute une cité cérémonielle avec de nombreuses grandes structures et des espaces publics. Selon l'UNESCO, des quipus ont aussi été découverts sur le site, preuve d'une société bien organisée et structurée.
Mais même avec ces preuves, il n'est toujours pas clair comment leur système fonctionnait exactement. Ce que l'on peut dire, c'est que ce n'était pas une simple petite communauté. Cela nécessitait une organisation plus avancée. Et c'est là que le mystère commence. Comment une ville aussi grande a-t-elle pu être construite correctement à une époque aussi ancienne ? Comment cela a-t-il fonctionné sans les éléments habituels des autres civilisations anciennes ? Par exemple, il n'y a pas de grandes sculptures. Il n'y a pas d'écrits clairs expliquant leur système. Tout ce que tu peux voir, c'est la disposition, la conception, la taille des structures. C'est comme si la ville racontait son histoire. Mais il n'y a pas d'explication directe. Même le qui pue, ce n'est pas suffisant pour tout expliquer. Oui, cela montre que le système est organisé. Mais cela ne raconte pas toute l'histoire. C'est pourquoi Caral ressemble à une ville silencieuse. Il est clair que c'est important. Il est clair que c'est planifié. Mais il manque des détails pour que nous puissions tout comprendre. C'est aussi une autre raison pour laquelle son état est encore bon. Il a été abandonné tôt et découvert tard. À cause de cela, les structures ont été préservées. Mais en contrepartie, il n'y a pas d'histoire continue qui puisse expliquer aux générations suivantes. Ainsi, aujourd'hui, seules les découvertes archéologiques nous informent. En somme, il s'agit d'une immense cité antique dont la forme est clairement visible. Mais l'histoire complète n'est toujours pas claire. C'est un début de civilisation que nous ne comprenons pas encore totalement. Maintenant, passons au numéro 4, le Monte d'Acodi en Italie. C'est l'un des monuments les plus étranges d'Europe, parce qu'il ne ressemble pas à un site ancien ordinaire. Ce ne sont pas des pierres rondes, ce n'est pas une tombe, ce n'est pas non plus une grotte utilisée pour des cérémonies. Son apparence ressemble à un grand autel avec une longue rampe menant vers le sommet. Selon la description officielle du patrimoine de l'Italie, dans ce site ancien utilisé entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère, sa partie principale est un autel à degrés que l'on atteint en montant par un long chemin. Et le plus intéressant, c'est que c'est unique, il n'y a aucun autre endroit exactement comme celui-ci. Le Monte d'Acodi n'est pas simplement un endroit plat au milieu d'un champ. Il se trouve dans un endroit où la cérémonie, la sépulture et l'environnement lui-même sont interconnectés. Selon les études, c'est un type de structure unique dans tout le bassin méditerranéen au 4e millénaire avant notre ère. Dans sa toute première phase, il avait un noyau ressemblant à une pyramide tronquée. Avec le temps, il a été recouvert par une structure plus grande au design similaire. Cela signifie qu'il n'a pas été construit en une seule fois. C'était un projet qui a été modifié et agrandi à plusieurs reprises au fil de nombreuses générations. On peut également voir sur le site des traces d'un temple plus ancien, des pierres sacrificielles, des tombes, ainsi que des parties d'anciennes habitations. Donc il est clair que ce n'est pas une simple structure, c'était un centre d'activité pour toute la communauté. Mais le problème, même si son apparence est claire, la raison pour laquelle il a été construit ne l'est toujours pas. Certains chercheurs le comparent. Cela ressemble à d'autres structures superposées dans le monde, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont liées. Il y a encore un débat sur l'origine de l'idée de ce type de conception, et même l'explication officielle ne donne pas une seule réponse. On le considère plutôt comme un endroit où la vie quotidienne et les cérémonies se rejoignent, avec des marques sur les pierres, dans les environs et dans l'agencement du lieu. Mais il n'y a pas d'explication claire. Il n'y a rien d'écrit. Pas d'histoire directe. Donc, même si la structure est clairement visible, sa véritable signification reste cachée. Et c'est pour cela qu'on ne l'oublie pas facilement. C'est imposant. Il a été construit très tôt et son design est unique. Il y a un long chemin qui monte. Il y a une structure plus ancienne en dessous. Et tout autour, il y a des traces de vie. Cérémonie. Et un lieu sacré plus vaste. Il semble évident ce qui se dresse ici. Mais il n'est toujours pas clair pourquoi cela a été fait de cette manière. Et c'est là le véritable mystère. Maintenant, passons au numéro 3. Le cœur néolithique des Orcades en Écosse. Il se trouve sur l'île principale des Orcades, dans la partie nord du pays. C'est l'un des sites anciens les plus impressionnants au monde. Selon l'UNESCO, il est composé de 4 sites principaux. Le Maeshowe, les pierres dressées de Stenness, l'anneau de Brodguer et le Skara Brae. Ils sont tous regroupés dans une petite zone, mais ils forment un ensemble cérémoniel et résidentiel complet. Et leur âge est d'environ 5000 ans, ce n'est pas un seul monument. C'est tout un système construit sur plusieurs siècles. Il y a un tombeau, des habitations, des pierres dressées et de vastes espaces ouverts. Tout a été planifié ensemble. C'est comme un lieu entier où des gens ont vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de l'étudier.
Selon l'UNESCO, le cœur néolithique des Orcades est un vaste paysage culturel qui montre clairement comment les gens vivaient il y a 5000 ans. Tu comprendras mieux cela en regardant chaque partie et comment ils étaient reliés les uns aux autres. Par exemple, le Skara Brae. C'est l'une des habitations anciennes les mieux préservées. En Europe du Nord, il y a des maisons construites en pierre. Il y a des passages qui relient les maisons, et il y a des équipements intégrés à l'intérieur. C'est comme une communauté complète préservée. Ensuite, Maeshoe. C'est une tombe dont la conception est extrêmement précise. Lors de la nuit la plus longue de l'année, le soleil se lève, et la lumière pénètre précisément dans la chambre. Cela signifie que tout a été planifié en fonction du mouvement du soleil. Cela a un lien avec le ciel. Il y a aussi les pierres dressées de Stennis. C'est un exemple précoce de monument de type Henge, et il y a l'anneau de Brodgar, un immense cercle de pierre d'environ 130 mètres de diamètre, et il est encore entouré d'un fossé creusé. Si tu mets tout ensemble, tu verras que ce n'est pas juste un seul projet. Il a fallu différents types d'efforts pour tout cela. Skara Brae pour la vie quotidienne, Maeshoe pour l'enterrement et l'alignement, Stennis et Brodgar pour les cérémonies et l'organisation ordonnée de l'endroit. Tout cela montre que les gens d'autrefois savaient organiser beaucoup de personnes, et ils avaient un plan clair. Ce n'était pas seulement pour la construction, mais il y avait aussi une signification. Et rappelez-vous, cela se trouve dans la partie nord de la Grande-Bretagne. C'est loin des centres connus du monde antique. Mais ici, ils ont pu créer un grand lieu pour les cérémonies. Avant même que d'autres empires européens ne deviennent célèbres, c'est ici que tout devient mystérieux. Comment ces structures fonctionnent-elles ensemble? Pourquoi les ont-ils construites ici? Comment ont-ils tout rassemblé en un seul système? Beaucoup de choses ont déjà été découvertes, mais tout n'est pas encore clair. Mais ils n'ont laissé aucun écrit pour tout expliquer. C'est pourquoi l'histoire est encore en train d'être reconstituée petit à petit. De plus, selon Historic Environment Scotland, une zone encore plus vaste autour du site est en cours d'étude. Cela inclut le Nest of Brodgar, qui se trouve entre l'anneau de Brodgar et les pierres dressées de Stennis. Cela montre que ces monuments ne sont pas isolés, mais interconnectés. Leur construction a déjà demandé un effort considérable. Cela signifie qu'ils ont dépensé énormément de temps et d'énergie pour des choses qui n'étaient pas seulement pratiques, mais qui avaient une signification plus profonde. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Une société entière a fourni un effort immense dans un système que, jusqu'à présent, nous ne comprenons pas complètement. Un endroit dont est presque intact. Mais il manque des explications. Les monuments sont toujours là. L'aménagement du lieu est toujours là. On voit clairement la qualité de leur réalisation. Mais la façon de penser des personnes qui ont construit cela, nous ne la comprenons toujours pas entièrement. C'est comme s'il manquait une pièce à l'histoire. Maintenant, passons au numéro 2, Poverty Point en Louisiane. C'est l'un des projets anciens les plus impressionnants, réalisés par des personnes souvent sous-estimées. Le site couvre plus de 400 acres et se trouve sur une terre élevée près de la plaine inondable du Mississippi. Selon le service des parcs nationaux, il a été utilisé pendant 1700 ans jusqu'à 1100 avant notre ère. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que cela n'a pas été réalisé par un grand chef ou un gouvernement. Il ne disposait pas non plus d'outils du moderne. Il n'était qu'une communauté de chasseurs, de pêcheurs et de cueilleurs. Mais malgré cela, ils ont réussi à réaliser un projet immense. Au centre de l'endroit, on peut voir 5 tertres, 6 sections de terre courbées alignées et une grande place centrale. On estime à environ 53 millions de mètres cubes ont été déplacés pour le construire. Cela signifie que ce n'était pas un petit projet. C'est l'un des plus grands ouvrages en terre. Il y a des courbes espacées régulièrement, et les monticules ne sont pas tous identiques. Ils diffèrent en taille et en fonction. Tout a été soigneusement planifié, ce n'est pas juste un lieu utilisé occasionnellement. Des gens vivaient ici, travaillaient ici, et revenaient sans cesse au même endroit pendant de nombreuses générations. Même si ce n'était que de la terre qui était utilisée, c'était tellement vaste qu'il fallait un plan bien organisé. Et cela faisait partie d'un vaste réseau qui s'étendait sur des centaines de miles, selon le National Park Service. Cela signifie que ce n'était pas un endroit isolé. C'était un centre où les gens, les produits et les idées se rencontraient. Non. Mais même avec un tel réseau, cela ne répond toujours pas à la question la plus importante. Pourquoi cette conception? Et comment ont-ils organisé un projet d'une telle ampleur? Selon le National Park Service, nous connaissons l'apparence et la construction. Mais il n'est toujours pas clair pourquoi. Les chercheurs peuvent étudier les objets découverts lors des fouilles, les traces de nourriture et les objets issus des échanges.
Ils peuvent estimer l'effort qui a été consacré. Mais malgré cela, il y a une chose qui reste floue. Pourquoi cette conception ? Pourquoi les courbes ont-elles cette forme ? Pourquoi cet agencement ? Et pourquoi cela a-t-il été fait précisément ici ? Il n'y a toujours pas de réponse exacte. Et c'est la raison pour laquelle Poverty Point reste mystérieux. Les preuves physiques sont claires. Mais la véritable raison derrière tout cela semble toujours cachée. De plus, selon le National Park Service, moins de 1% de l'ensemble du site a été perturbé ou fouillé jusqu'à présent. Cela signifie que la plupart des preuves restantes sont encore intactes, et il y a encore beaucoup à découvrir. Nous savons que c'était une habitation, un lieu de cérémonie et une partie d'un vaste réseau commercial. Nous savons aussi que cela montre qu'un effort immense a été nécessaire pour le construire. Mais la question la plus importante, c'est que signifie l'ensemble de sa disposition ? Ce n'est toujours pas clair. Il n'y a pas de grande statue. Il n'y a aucune explication écrite. Il n'y a pas de temple en pierre facile à interpréter. À la place qu'on fait c'est un immense motif sur le sol qui a été laissé. Et c'est là que l'on voit à quel point les anciens peuples d'Amérique du Nord étaient avancés. Un projet à la fois évident et mystérieux. Maintenant, passons au numéro 1, Baalbek au Liban. C'est l'un des sites de construction de l'Antiquité les plus impressionnants au monde. Il combine l'architecture romaine et une utilisation massive de la pierre. Selon l'UNESCO, Baalbek est un immense sanctuaire construit pendant plus de 200 ans au pied des montagnes de l'Anti-Liban dans la vallée de la Bekaa. À son époque, c'était l'un des sites religieux les plus importants du monde romain. On y trouve les temples de Jupiter, de Bacchus, de Vénus et de Mercure. Mais le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le Triliton. 3 énormes pierres qui font partie des fondations du temple de Jupiter. Et elles ne sont pas seulement grandes, c'est l'une des plus grandes pierres utilisées dans toute l'Antiquité, le temple lui-même. Il est entouré de colonnes qui atteignent 20 mètres de haut, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la taille des pierres en dessous. On a même découvert dans la carrière une pierre encore plus grande, estimée à près de 1600 tonnes, imagine ça. Une seule pierre aussi lourde que ça. À ce jour, on se demande toujours comment ils y sont parvenus. Mais le vrai mystère de Baalbek, ce n'est pas qui l'a construit, mais comment ils ont réussi à déplacer, soulever et assembler des pierres aussi énormes avec une telle précision. L'UNESCO affirme clairement que Baalbek a atteint son apogée à l'époque des Romains. Et selon les études citées par The New Yorker, le temple de Jupiter a en réalité été construit par les Romains à différentes époques, à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère. Cela signifie que nous savons qui l'a construit, nous savons quand. Mais c'est ici que commence la véritable question. Parce que même les archéologues restent perplexes sur un point. Ce n'est pas seulement que les pierres sont énormes, elles semblent trop grandes pour ce qui était nécessaire. Cela ne paraît pas pratique. Pourquoi ont-ils construit quelque chose d'aussi grand ? Ce n'était pas nécessaire, mais ils l'ont fait. Et il y a encore un autre problème. Comment ont-ils déplacé ces pierres ? La carrière d'où elles ont été extraites se trouve tout près du site, et l'endroit est un peu plus élevé. Cela aurait peut-être été plus simple de les faire glisser vers le bas. Mais même ainsi, déplacer une pierre pesant des centaines de tonnes, et parfois plus de 1000 tonnes, nécessite une planification extrêmement minutieuse. Selon la Smithsonian Institution, certaines pierres ont même été laissées dans la carrière parce qu'elles étaient trop grandes et impossibles à déplacer. Cela signifie que même eux avaient des limites. Donc le mystère de Baalbek ne concerne pas qui l'a fait ou si c'est vrai. Nous connaissons déjà la réponse à cela, ce qui n'est toujours pas clair, c'est le processus exact et surtout la raison pour laquelle ils ont choisi de faire quelque chose d'aussi énorme. De plus, ce n'est pas simplement une construction romaine. Selon l'UNESCO, cela a été construit sur des structures encore plus anciennes. Cela signifie qu'il y a une histoire plus ancienne du lieu. Ici, l'architecture romaine, les traditions locales et les anciennes religions de la région se sont mélangées. C'est ici que les gens adoraient ce qu'on appelle la version romanisée de la triade héliopolitaine. Mais avant même l'arrivée des Romains, ce lieu était déjà sacré. C'est pourquoi Baalbek n'est pas seulement un projet de construction. C'est un lieu où se sont réunies les anciennes croyances, la culture locale et l'ambition de l'Empire romain. Et même si toutes les preuves sont là, tout est présent. Mais pourquoi est-ce aussi grand ? C'est là que Baalbek devient un mystère.